vous pour cette deuxième formation que je donne dans le cadre des doctorats de l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez été nombreux à être concentrés ce matin sur la table ronde financement des spin-offs. C'était super intéressant, l'échange était super intéressant. Il y a eu déjà pas mal d'insights, il y a eu pas mal de conseils qui vous ont été donnés et qui étaient très pertinents. Je remercie les panélistes qui étaient avec nous ce matin. Donc, on va enchaîner tout de suite sur une formation sur le financement et la stratégie de financement en général de start-up, de projets innovants de préférence. Donc, on va parler un peu d'innovation dans le cadre de cette formation-là. Et je vais démarrer du coup par vous présenter un peu le cycle de vie d'une start-up, que vous compreniez un peu votre positionnement et puis les prochaines phases qui vont arriver au fur et à mesure que votre projet entrepreneurial éventuel va avancer. J'essaie de résumer un peu dans cette première slide, ces 5 phases principalement. Dans les 2 premières, ou la première, ça dépend comment on la regarde, entre l'idée et le développement, qui s'appelle la vallée de la mort. Et donc, c'est la période la plus compliquée. Vous y êtes, vous êtes vraiment au démarrage de votre projet entrepreneurial, vous êtes un peu au stade d'idéation, de transformation entre travaux de recherche et projet entrepreneurial. Et donc, vous êtes en plein dans cette vallée qui s'appelle la vallée de la mort parce qu'il y a beaucoup de casse sur cette période-là. Il y a beaucoup de startups qui n'y arrivent pas, qui ne s'en sortent pas de cette période-là, qui est une période très délicate, qui nécessite du financement. Et en même temps, c'est compliqué de lever des financements dans cette période-là parce que le risque est important. Et à vous d'être convaincant auprès des investisseurs. On verra au fur et à mesure de la présentation aujourd'hui, de la formation aujourd'hui, quel investisseur éventuellement regarder et comment organiser un peu sa stratégie de financement. Une fois que cette phase est passée, une fois que j'ai passé la phase d'idéation et de développement, je vais atteindre une période de croissance et de maturité avant d'arriver à un stade d'exit, ce qu'on appellerait exit, sortie de votre projet, de votre start-up. Je vous donnerai un peu plus de détails tout de suite après. Alors, le premier stade de votre projet, et encore une fois, vous y êtes un peu aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore dans un projet entrepreneurial, mais c'est cette première phase où l'idée est structurée. Vous avez défini un peu, ou vous commencez un peu à définir un marché sur lequel vous allez vous positionner, et vous avez validé un concept. Et donc, durant cette phase-là, l'objectif principal de cette phase-là, c'est vraiment de bien structurer son idée et de bien la présenter, l'idée, la proposition de valeur, le marché, une petite roadmap avec une petite stratégie de ce que vous allez faire sur les prochains mois ou les prochaines années, carrément. Donc, quelle est votre stratégie de déploiement ? Décrivez-moi en détail dans un pitch assez court de préférence qui ne prend pas beaucoup de temps pour que je puisse, parce qu'il y en a beaucoup dans ce stade-là, et donc ça me donnera le temps de regarder beaucoup de dossiers. Présentez-moi en quelques lignes, en quelques phrases percutantes, pertinentes, votre projet, votre idée de projet. Donc, on est dans la phase d'idéation. Une fois qu'on a passé un peu cette phase d'idéation et qu'on a intéressé quelques-uns, là, on va passer à l'étape création de l'entreprise. On va probablement commencer à mieux structurer notre prototype de produit. On en a parlé un peu lors de la première formation, ce qu'on appelle le MVP ou le produit minimum viable. Et on a fait une étude de marché un peu plus poussée, un peu plus détaillée, qui a été réalisée et qui nous a confirmé et conforté dans le marché qu'on est en train d'adresser et l'importance de ce marché-là. Donc, dans cette phase de stade, dans cette phase de création ou stade de création, on commence à avoir un besoin de financement plus ou moins important selon le projet et selon les besoins du projet. Et le besoin de financement dans ce cadre-là, ça serait pour finaliser la recherche, si on a des travaux de recherche, et la pousser un peu en dehors du laboratoire ou de l'université dans laquelle on était, c'est de développer l'équipe aussi, parce que comme on a dit, un des points super importants pour pouvoir avancer sur son projet, c'est de s'entourer par les bonnes personnes et de compléter les compétences qui nous manquent, et c'est d'acquérir les immobilisations éventuelles nécessaires. J'ai peut-être besoin d'un outil de production pour produire le produit que je suis en train de faire ou pour commercialiser d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin d'outils d'immobilisation qui vont me permettre d'attaquer cette phase de création avec la bonne démarche. Généralement, ce qu'on doit atteindre au sein de cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la validation technique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois montrer à l'investisseur ou au partenaire potentiel ma capacité à faire fonctionner un produit qui va être adressé à un marché. Je n'ai pas encore commencé à vendre, je n'ai pas encore de client, je sais qui sera le client,
je sais sur quel marché je vais me positionner, mais j'ai une validation technique. Donc, j'ai un produit qui fonctionne, j'ai un prototype qui fonctionne, j'ai quelque chose que je peux montrer et qui rassure sur ma capacité à faire cette production, ce produit-là ou cette solution-là. Une fois qu'on a passé la phase de création, on passe à un stade d'amorçage et de croissance, et là, on va attaquer le marché. C'est plus la phase où on va s'adresser à nos clients, c'est la phase d'amorçage, et là, on commence à générer petit à petit du chiffre d'affaires, on commence à vendre, peut-être pas assez, on ne réalise pas encore de bénéfices, surtout si l'investissement initial qui a été fait était important, mais c'est une phase qui peut durer plus ou moins longtemps, en fonction du projet que j'ai, en fonction du produit ou de la solution que j'ai, etc. Mais il faut que j'arrive quelque part à démontrer que le marché répond favorablement au produit que je suis en train de présenter. C'est une sorte de validation commerciale. Ça veut dire qu'il y a un client ou des clients, quelques clients, en tout cas potentiels, qui sont en train de payer le montant ou le modèle économique, ils sont favorables au modèle économique que j'ai mis en place, et ils sont en train de payer pour avoir le service ou le produit que je suis en train de proposer. Et à partir de là, on peut passer à une phase plus importante. Généralement, il y a quelques investisseurs qui demandent soit la validation technique, soit la validation commerciale pour pouvoir commencer à mettre un peu d'argent. S'il n'y a ni la validation technique, ni la validation commerciale, si Norman en a parlé ce matin, si on est encore en stade d'idée, c'est très difficile de lever des fonds, c'est très difficile d'aller chercher des financements. Donc, il y a un minimum de validation technique à avoir et pourquoi pas un minimum de validation commerciale à avoir pour pouvoir passer aux phases suivantes, le stade scaling maturité, où on commence un peu à générer un chiffre d'affaires plus significatif sur un marché qui commence à atteindre une taille qui est significative. Et à partir de là, on peut commencer à vendre beaucoup plus largement. Et donc, sur ces différentes phases d'avancement de notre projet, chaque phase va correspondre à un type de financement particulier. On va rentrer un peu plus dans le détail un peu plus tard. Donc là, vous aurez besoin, sur cette phase scaling, l'idée, c'est de dire, j'ai vendu avec peu de moyens, j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires. L'objectif maintenant, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires et de le rendre plus significatif. Donc, j'ai besoin d'investir sur le marketing de mon produit. J'ai besoin d'augmenter peut-être ma capacité de production parce que j'ai démarré avec des outils qui me permettent de faire 10 unités par jour ou 100 unités par jour, ou peu importe la taille. Et j'ai besoin de multiplier par 10, par 100, par 1000 ma capacité de production journalière ou mensuelle, de manière à pouvoir adresser le marché qui commence à être demandeur. Il faudra aussi, pendant cette phase-là, réfléchir à apporter de nouvelles caractéristiques. J'ai peut-être commencé à vendre un premier produit avec une V0 ou une V1 de mon produit. Et l'objectif dans cette phase-là, c'est d'investir encore plus pour améliorer, pour rester toujours devant la concurrence de laquelle je dois forcément me distinguer. À la fin de cette phase-là ou après cette phase-là, il va falloir commencer à réfléchir un peu à la sortie ou au pivot. C'est une phase, on arrive à une phase de maturité, on arrive à stagner un peu, à adresser un nombre de clients assez important ou à saturer peut-être le marché dans lequel on est. Et là, il va falloir réfléchir à sa sortie, comment faire en sorte de sortir de sa boîte pour peut-être la laisser vivre sans soi, auprès d'un investisseur beaucoup plus important, auprès d'un concurrent qui est beaucoup plus important, qui peut être intéressé par votre solution, votre produit, à faire un pivot pour améliorer un peu, à s'internationaliser pour aller adresser d'autres marchés éventuels au-delà du marché initial que vous avez adressé, etc. Donc, c'est les 5 phases principales sur lesquelles il va falloir réfléchir, se positionner et pourquoi pas anticiper, parce que cette phase sortie, par exemple, certains investisseurs, dès le démarrage, peuvent vous poser la question, comment vous verrez votre projet dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous vous projetez dans cette phase où vous allez atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Est-ce que vous restez éternellement dans votre société? Est-ce que vous allez chercher un concurrent ou une société importante sur le marché qui pourrait être intéressée par acheter votre projet dès que vous avez démontré votre capacité à adresser le marché, etc. Donc, c'est des phases sur lesquelles il ne faut pas forcément se positionner tout de suite ou réfléchir tout de suite, mais il faut commencer à les anticiper un peu au moment où vous commencez à structurer votre projet entrepreneurial. Maintenant, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de règles. Les startups, les projets peuvent passer rapidement d'une phase à une autre, peuvent parfois zapper une phase sans vraiment passer du temps dans cette phase-là.
il n'y a pas deux startups qui sont exactement similaires. Si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, il a passé un très long moment sur la phase où il ne générait pas assez de chiffre d'affaires, où il était déficitaire pendant plusieurs années, même plus qu'une dizaine d'années. Mais par contre, il était en train d'augmenter sa base de clientèle, sa base d'inscrits, et donc de se constituer une base de données importante qui a attiré des investisseurs qui ont investi énormément sur Facebook, et il a augmenté sa valeur au fur et à mesure que ça a augmenté sans pour autant générer assez de chiffre d'affaires. C'est à partir d'un certain moment où il a commencé à être rentable, mais au tout début, il a passé un nombre d'années assez important, et ça peut arriver, surtout pour des projets biotech, par exemple, où on est en train de préparer un médicament, où il y a beaucoup de phases de tests et de validation clinique à faire, qui peuvent prendre énormément de temps, durer très longtemps et nécessiter beaucoup de financement du coup. Donc voilà les 5 phases à peu près. Après, il va falloir les adapter également à votre projet et à votre spécificité actuelle. Maintenant, le financement. Une fois qu'on a compris un peu ces différentes phases-là et ce cycle de vie d'une startup, comment on va chercher le financement? Alors, pourquoi aller chercher un financement dans un premier temps? La startup ou tout projet innovant génère rarement des revenus dès le début de son activité. Donc, pour pouvoir passer la première étape de la phase idéation, voire de la phase croissance, la deuxième phase dans laquelle vous allez passer, il va falloir financer ces activités. Il va falloir recruter peut-être du monde pour pouvoir compléter les profils nécessaires pour faire avancer votre projet. Donc, dans tous les cas, il vous faut, d'une manière ou d'une autre, une source de financement. Il vous faut de l'argent pour pouvoir avancer sur votre projet. Ce n'est pas évident toujours de trouver ce financement-là. On va regarder un peu les différents types de financement qu'on pourrait chercher. Mais en fonction de votre état d'avancement, vous allez devoir aller chercher pour pouvoir finaliser vos travaux, pour pouvoir développer votre équipe, pour pouvoir peut-être éventuellement pénétrer de nouveaux marchés aussi. On peut être déjà en train de faire des bénéfices, bien installé sur son marché marocain, tunisien ou algérien, avec l'envie éventuelle de développer sur l'Afrique du Nord, de développer, de regarder vers l'Europe, de regarder vers l'Afrique, etc. Et pour ça, une deuxième levée de fonds peut être nécessaire parfois pour pouvoir aller chercher ces marchés-là et pouvoir investir quelque part sur le développement de ces marchés-là, de ces nouveaux marchés-là, pour pouvoir encore générer plus de revenus, plus de chiffre d'affaires et donc plus de bénéfices. Le cycle de financement suit un peu le cycle de vie d'une startup et je vous conseille vraiment de faire attention aux différents cycles de vie de la startup de manière à pouvoir taper aux bonnes portes au bon moment. Parce que si vous adressez aujourd'hui, et on en parlera un peu plus en détail, si vous allez voir un fonds d'investissement, si Norman ce matin était là pour représenter un fonds d'investissement, le fonds d'investissement Medine, si vous tapez aujourd'hui au stade où vous êtes encore à l'idéation, vous n'avez pas encore travaillé sur une étude de marché, vous pouvez vous griller quelque part auprès de ce fonds d'investissement-là parce que c'est trop tôt d'aller le chercher maintenant. Donc, il faut trouver les bons financements au bon moment en fonction du stade de développement et des objectifs de chaque phase. Donc, vos besoins spécifiques doivent être couverts par des financements spécifiques. Cette carte essaye un peu de résumer également les types de financement qu'on pourrait avoir. Donc, vous voyez un peu qu'en fonction de l'état d'avancement de la startup en bas, les différents types de financement auxquels on peut faire appel. Alors, il faut remarquer aussi une chose, c'est que la rémunération de l'investissement qui va être fait va être plus importante au démarrage qu'à la fin. Plus on va avancer dans le cycle de vie de la startup, plus le risque relatif à cette startup-là diminue et donc moins la rémunération va être importante pour les investisseurs. Un investisseur qui rentre au tout début de la vie de la startup ou du projet où il y a beaucoup de risques de non-aboutissement, eh ben, il gagnera beaucoup plus si la startup réussit que quelqu'un qui est rentré au moment où on a fait la validation technique, la validation commerciale et on a commencé à vendre. La valeur de la société augmente énormément et donc à partir de là, sa participation va diminuer et le rendement de son investissement va être moins important. Donc c'est en fait pour un investisseur, c'est une sorte d'équilibre entre le risque qu'il est en train de prendre et le rendement qu'il est en train de chercher. Si on cherche le rendement, il faut investir au tout début. Si on cherche moins de risques, il faut investir un peu plus en avant du projet et du coup attendre un peu que certaines validations arrivent au risque de ne pas gagner beaucoup d'argent à la fin.
Alors la levée de fonds, je vais vous parler, quand on parle de financement, on parle généralement de levée de fonds et en tout cas, moi, je vais essayer de focaliser un peu plus sur la levée de fonds. Il y a d'autres types de financement, type financement bancaire, qu'on peut aller chercher, mais généralement, quand le projet est super innovant et que le risque est important, les banques ont de la peine à suivre ces projets-là, donc il vaut mieux ne pas s'adresser à des banquiers pour financer l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'une levée de fonds? Une levée de fonds, c'est généralement de l'argent levé en contrepartie d'une partie du capital de votre société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vendre des parts ou donner des parts à des investisseurs qui vont devenir avec moi des actionnaires de ma boîte. Je donne un exemple juste pour simplifier. Vous êtes 2 fondateurs dans la société, vous êtes 2 complémentaires, vous vous dites, je crée ma boîte aujourd'hui, j'ai un capital de 1000 dinars, 1000 euros, 1000 dirhams, peu importe, donc le montant n'est pas important, mais par contre, j'ai 50% de ma société, la première personne à 50%, la deuxième personne à 50%. Si un investisseur va rentrer, eh ben cet investisseur va vous dire, vous avez 50-50, vous allez avoir maintenant, à partir du moment où je rentre, 40-40 uniquement, et moi, je vais récupérer 20% du capital de votre société. Donc, tous les bénéfices futurs qui vont être réalisés par la société, vous ne toucherez pas 50%, 50%, vous ne partagerez pas les bénéfices entre vous. Par contre, vous allez prendre 40% chacun des bénéfices et l'investisseur qui a mis de l'argent sur la base de la valorisation qui lui a donné 20% du capital, il aura 20% des bénéfices qui vont être générés par la société. Donc la rémunération, elle n'est pas fixe généralement quand un investisseur. Bon, il y a plusieurs types de financement et je ne vais pas vous compliquer la vie aujourd'hui, on va partir sur des bases assez simples pour comprendre le principe. L'investisseur va prendre le risque avec vous. Si vous allez générer des bénéfices, il prendra un pourcentage de ces bénéfices-là. Si vous n'allez pas générer des bénéfices et que la société ne va pas réussir, il aura perdu son investissement. Il ne va pas vous demander de rembourser les parts qu'il a achetées, il ne va pas vous demander de payer des intérêts, ce n'est pas un financement bancaire classique tel qu'on pourrait l'envisager. Donc, il faut faire la distinction entre levée de fonds et financement bancaire, qui sont 2 choses assez différentes et qui ne sont pas forcément toutes les 2 adaptées. Après, on peut faire un financement bancaire un peu plus tard pour financer des équipements, pour financer du stock, pour financer des choses qui sont finançables par des banques classiques. Mais par contre, quand on veut financer de l'innovation, on veut financer un projet au démarrage, dans votre cas, il vaut mieux se tourner vers une levée de fonds auprès d'investisseurs qui s'y connaissent et qui sont habitués à ce genre de prise de risque. Alors maintenant, pourquoi les investisseurs ont intérêt à financer des startups? Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la plus-value qui va les intéresser et intégrer ça aussi dans votre raisonnement. L'impact environnemental, sociétal est important, certes, mais un investisseur ne rentrera pas uniquement sur ces aspects-là. Il recherchera ces aspects dans la mesure où il a compris qu'il y a un intérêt financier aussi pour son investissement. Donc, il investira pour avoir de l'impact, mais aussi pour avoir une plus-value. C'est généralement le cas. Il y a peut-être quelques cas particuliers qui investissent plus pour l'impact environnemental et sociétal et pas pour l'argent, mais c'est assez rare et c'est assez compliqué à trouver et c'est très sélectif. Donc, il faudra intégrer un peu cette réflexion-là aussi. Et donc, l'objectif de l'investisseur, c'est de se dire, je vais gagner sur l'investissement que je vais faire. Je vais mettre 1000 dinars aujourd'hui, 1000 euros aujourd'hui dans la boîte, ou 10 000 euros ou 100 000 euros, ça dépendra de l'investissement qu'il va faire. Et mon objectif, c'est de multiplier par 10, par 20, par 30, par 50, pourquoi pas, l'investissement que je vais faire au moment où je vais sortir de cette société-là. Je vais vendre ma participation parce qu'il y a quelqu'un qui va acheter la boîte ou parce qu'il y a quelqu'un qui veut récupérer ma part à moi dans la startup pour continuer derrière avec une valorisation beaucoup plus importante. Donc, l'objectif, c'est toujours de faire une plus-value sur l'investissement qui est en train d'être réalisé. Il y a un autre objectif qu'il va falloir peut-être aller chercher. Il y a quelques avantages qui sont donnés dans certains pays, la plupart des pays d'ailleurs. Il y a des avantages fiscaux qui sont donnés à des personnes qui ont des bénéfices et qui, plutôt que de payer de l'impôt sur les bénéfices qu'ils sont en train de réaliser, ils peuvent défiscaliser une partie de leurs bénéfices et donc investir dans des projets, dans des startups, dans des PME, dans des secteurs particuliers pour encourager, ou des régions particulières, pour encourager ces investisseurs à investir. Et l'État leur dit, plutôt que de payer un impôt important sur ce que vous êtes en train de gagner, investissez-les dans les PME. Donc, il y en a certains, et c'est des avantages qu'il va falloir bien étudier dans votre pays pour se dire, tiens, je vais peut-être aller chercher des investisseurs qui ont intérêt à défiscaliser et donc qui seront plus à même à prendre le risque en se disant, de toute façon,
je vais soit payer de l'impôt, soit investir dans cette boîte-là. Donc, si ça gagne beaucoup d'argent, tant mieux pour moi. Si ça ne gagne pas tant que ça de l'argent, de toute façon, j'aurai défiscalisé. Donc, j'ai gagné quelque part un peu d'argent indirectement en faisant cet investissement-là. Donc, prenez en compte aussi ça. Essayez de regarder de votre côté s'il y a des avantages à aller chercher dans ce cadre-là. Maintenant, les différentes sources de financement. C'est beau tout ça, il y a beaucoup d'investisseurs, mais qui sont-ils ces investisseurs-là? Quels sont les types d'investisseurs que je pourrais, ou les types de financement que je pourrais aller chercher dans le cadre de mon projet? Je vais démarrer par le plus simple. Enfin, le plus simple à avoir dans le démarrage d'un projet, c'est ce que les Américains appellent le love money. Il y a l'apport personnel déjà, donc il y a des gens qui ont travaillé, qui ont des économies, qui ont peut-être un plan épargne depuis quelques années qui est de côté, et qui vont se dire, moi je prends le risque, je mets toutes mes économies dans mon projet et j'investis du coup mon apport personnel. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le love money. Le love money, généralement, c'est la famille. Alors, on les appelle les 3 F également en anglais, pour friends, pour family en premier, donc la famille, friends, les amis en deuxième, et les fools en troisième, c'est les fous. Et donc, aller chercher les gens qui aiment beaucoup prendre de risques, qui sont assez riches peut-être et qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont pas forcément, qui ont envie de tenter des choses innovantes, des choses différentes et qui peuvent investir sur un projet au tout démarrage alors que la raison va dire le risque est important, n'investissez pas. Et donc, c'est les 3 F, les 3 F qu'il va falloir aller chercher. C'est sa famille, c'est ses amis, et puis c'est des gens qui sont assez particuliers dans l'écosystème qu'il va peut-être falloir aller chercher pour pouvoir les convaincre de votre projet. Alors, pourquoi lever ces fonds-là est important, l'apport personnel et le love money? Parce que c'est aussi un moyen de convaincre les autres investisseurs que je vais aller chercher plus tard de ma capacité, d'abord de ma croyance dans mon projet. Alors, je crois tellement dans mon projet que j'ai mis 100 000 € dans le projet. Toutes mes économies de toute ma vie, ça fait 10 ans que je travaille, j'ai investi tout ce que j'ai économisé pour pouvoir lancer mon projet. Donc, ça montre que vous y croyez énormément dans votre projet et ça rassure un investisseur de se dire, il a mis de son propre argent, donc je vais prendre le risque avec lui. Le deuxième financement, le love money, c'est vous avez la capacité également de convaincre des gens. C'est peut-être votre famille qui sont un peu plus simples à convaincre ou vos amis qui sont un peu plus proches de vous et que vous pouvez éventuellement convaincre plus facilement, mais quand même, ça démontre une certaine crédibilité de votre capacité à convaincre des gens et à bien présenter votre projet et à lever des fonds derrière. Donc, c'est un montant important au démarrage à aller chercher pour plein de raisons, même si vous n'en avez pas forcément très besoin. C'est pour montrer après aux investisseurs suivants que vous avez cette capacité-là et que vous croyez dans votre projet. La deuxième source de financement qu'il va falloir aller chercher, c'est les aides et les primes gouvernementales. On en a parlé un peu ce matin aussi. En Tunisie, il y a des choses qui se font, au Maroc aussi. Je suis sûr qu'en Algérie et en Mauritanie aussi, il y a des choses à aller chercher. Il y a de l'aide que vous pouvez trouver auprès d'organismes publics, parce que les organismes publics, parce que l'État veut encourager l'entrepreneuriat, veut encourager la création de startups innovantes également dans nos pays de l'Afrique du Nord. Et donc, c'est aller chercher des aides et des primes pour pouvoir financer les premières phases. Et généralement, c'est des aides et des primes qui ne sont pas remboursables. C'est-à-dire que c'est des subventions récupérées pour mettre ces fonds-là dans votre projet de manière à pouvoir avancer sur le projet, sans pour autant se diluer, ça s'appelle. Ça veut dire sans pour autant donner une partie de son capital à un investisseur externe et donc devoir donner une partie des bénéfices ou devoir rembourser à un moment ou à un autre que le projet réussisse ou pas. Donc, c'est important d'aller aussi se renseigner, soyez curieux, allez à la découverte de votre écosystème et allez chercher toutes les aides et primes gouvernementales possibles. Essayez de vous adapter un peu pour faire en sorte que votre projet réponde sans pour autant, bien évidemment, perdre l'âme de votre projet et l'envie initiale du produit que vous voulez faire. Mais essayez un peu d'aller chasser, même si le terme n'est pas forcément adéquat, d'aller chasser un peu ces subventions-là et ces aides-là pour pouvoir avancer petit à petit sur votre projet. Il y a une autre source de financement intéressante, assez souvent dans les écosystèmes d'innovation, c'est les concours de start-up. Il y a beaucoup de choses qui se font également dans nos différents écosystèmes tunisiens, marocains, algériens et mauritaniens, où il y a des concours et si vous avez un projet intéressant, vous êtes capable de gagner des prix. Et avec ces fonds-là, il y a parfois des prix en enveloppe d'argent, parfois c'est de l'argent
monnaie sonnante et trébuchante. Donc, à vous d'aller chercher et de se renseigner et d'être à l'affût également de ces concours-là, sans pour autant devenir un accro à ces concours-là, parce que ça fait prendre beaucoup de temps, ça fait perdre beaucoup de temps aux porteurs de projets, et du coup, ça l'éloigne un peu du vrai travail sur son projet. Donc, essayez de trouver un équilibre où vous pouvez participer à des concours de start-up de manière à pouvoir peut-être gagner quelques prix qui vont vous permettre de faire avancer votre projet. Donc, trouvez l'équilibre entre les deux pour avancer sur votre projet et gagner un peu de sous par-ci, par-là. Un autre moyen de financer son projet, c'est assez spécifique et ce n'est pas forcément disponible dans tous les pays, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est un mécanisme de financement participatif où c'est le public, les personnes, généralement avec des petits montants chacun, mais avec une base assez large, qui vont contribuer au financement sur une plateforme Internet, la plupart des cas, qui vont contribuer avec des petits montants au financement de votre projet d'une manière ou d'une autre. Généralement, vous leur promettez de vendre le produit une fois qu'il est sur le marché à un prix favorable ou des choses comme ça. Donc, c'est une sorte de validation aussi commerciale parce que si vous arrivez à lever des fonds dans le cadre d'un programme de crowdfunding, en promettant la vente de votre produit, ça démontre à l'investisseur potentiel qu'il y a un marché et qu'il y a des gens qui sont prêts ils ont même mis un petit ticket pour réserver votre produit. Donc, ça démontre qu'il y a beaucoup d'intérêt pour votre produit et qu'il y a des clients potentiels. Donc, ça facilite également les prochaines phases de financement de votre projet. Généralement, ceux qui participent à ces campagnes de crowdfunding, c'est des investisseurs professionnels parfois pour des petits tickets, c'est des chefs d'entreprise ou même du grand public qui est intéressé par votre produit et qui va se dire « je mets un ticket de 20 dirhams ou 200 dirhams aujourd'hui pour acheter le produit dans 6 mois quand il sera sur le marché à un prix préférentiel de 20% moins cher ou 30% moins cher. Ça dépend de l'offre que vous allez proposer. » Donc, comme j'ai dit, le succès d'une campagne de crowdfunding peut être un bon présage au potentiel commercial du projet et ça peut rassurer effectivement des investisseurs potentiels. Donc, tous ces investissements-là, toutes ces sources de financement-là sont principalement pour la phase idéation. Alors, on va passer maintenant à la phase création, même si sur la phase idéation, vous pouvez aller également chercher des business angels, mais c'est généralement au moment où vous avez quelque part validé au moins techniquement votre produit ou votre solution, où vous pouvez aller chercher des business angels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire business angel ? Généralement, c'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres d'entreprise qui ont réussi, qui sont assez avancés dans l'âge, qui ont une capacité financière et qui ont envie quelque part de s'amuser, de contribuer à une aventure entrepreneuriale, de faire ce qu'ils n'ont pas peut-être fait. Et il y a des fois où c'est des entrepreneurs qui ont réussi également, qui ont vendu leur start-up ou qui ont vendu une première start-up et qui ont du coup de l'argent disponible et qui veulent aider et prendre beaucoup de risques avec certains porteurs de projets au tout démarrage, à la phase idéation-création de leur projet, en espérant, bien évidemment, gagner de l'argent plus tard ou être impliqués dans la conception du projet et apporter leur expertise, leur expérience, leur réseau aussi. Donc, c'est un moyen de financement assez intéressant parce que ça permet beaucoup de choses. Après, il faut faire attention aux business angels qu'on va sélectionner, on va choisir. Mais c'est assez intéressant parce que ça n'apporte pas que de l'argent, généralement, un investissement d'un business angel. En fait, il met un petit ticket avec vous, mais il vous accompagne, lui, personnellement, avec ses compétences et son expérience et son expertise. Il vous ouvre également un réseau que vous n'avez peut-être pas, parce que s'il investit dans votre projet, c'est généralement, il est intéressé par ce que vous êtes en train de faire et c'est parce qu'il a une vie antérieure quelque part dans un réseau qui peut être intéressant pour vous. Et donc, il peut vous mettre en contact avec d'autres investisseurs, avec des clients potentiels, avec des fournisseurs. Il peut ajuster un peu votre stratégie, vous accompagner dans la mise en place de la stratégie. Et donc, ça peut être super intéressant pour vous d'avoir cette personne-là à vos côtés pour vous aider à bien structurer le projet et son avancement. Ce financement repose sur la confiance. De toute façon, tout financement repose sur la confiance. Et là, c'est une relation humaine aussi qui se crée entre le business angel et le porteur de projet. Mais par contre, comme son nom l'indique, c'est un business angel, c'est un ange qui est là pour vous aider, mais c'est quelqu'un aussi qui cherche à faire du business et donc qui va essayer de valoriser son investissement. Donc, il faut trouver l'équilibre aussi entre quelqu'un qui va être là pour vous accompagner sans pour autant vous influencer trop sur la conduite de votre projet, tout en étant un investisseur intéressant pour vous.
On passe à la phase d'amorçage, même s'il y a des VC également, des venture capital, qui sont capables d'investir sur les premières phases, mais généralement, un VC investit plus sur la phase d'amorçage ou la phase scaling. Là, c'est un fonds un peu plus structuré, donc c'est une structure qui est là pour investir dans c'est le but et c'est le rôle d'investir dans des projets généralement innovants. Ça dépend, il y a des VC autres, mais là, on parle d'innovation de start-up. C'est des VC qui sont généralement spécialisés et qui investissent dans vos start-up à vous en fonction de l'intérêt qu'ils ont. Généralement, ils sont très sollicités, ils vont être très sélectifs et ils vont mettre en place des règles juridiques. Donc, il vaut mieux aller les voir au moment où vous êtes prêt. Les règles juridiques sont assez contraignantes parfois. Et il y a des documents, beaucoup de documentation à préparer et à faire. Et la due diligence, on en parlera un peu plus tard, la due diligence est généralement assez lourde également. Donc, il faut prévoir beaucoup de temps, beaucoup de discussions pour pouvoir éventuellement lever des fonds auprès de ces personnes-là et auprès de ces fonds-là. Et il vaut mieux aller les chercher vraiment à une phase où vous êtes déjà assez loin dans votre projet et vous avez réduit un peu le risque. Généralement, ils rentrent, c'est pas qu'ils n'investissent pas quand il y a un risque, mais ils investissent généralement à un stade un peu plus avancé que les business angels ou les autres types de financement qu'on a évoqués tout à l'heure. On peut effectivement faire plusieurs levées de fonds. Comme a dit Sinorman ce matin, vous pouvez avoir une stratégie de financement qui vous permet de mettre des milestones assez courts et assez peu coûteux quelque part, de manière à avancer le plus rapidement possible, financer par des petits montants chaque phase, et puis aller chercher, c'est une stratégie qui pourrait éventuellement être envisageable, même si, comme je l'ai dit ce matin, il vaut mieux avoir à un moment ou à un autre une bonne levée de fonds qui va vous permettre d'avoir de la visibilité et de vous concentrer sur le développement de votre activité et le développement de votre produit. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est des notions assez nouvelles pour vous, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Donc, essayez d'être curieux aussi, d'aller chercher sur Internet certaines notions qui ont été évoquées, d'explorer un peu plus certaines parties, etc. Le crowdfunding, OK. Je vais peut-être revenir un peu sur le crowdfunding pour vous expliquer un peu plus le concept du crowdfunding. Essayez d'aller voir peut-être quelques sites, tapez crowdfunding sur Internet et allez voir certains exemples de sites de crowdfunding. En fait, l'idée, vous avez une machine révolutionnaire que vous n'avez pas encore produite, mais le concept est prêt. Et vous pouvez aller vendre ce concept-là à des gens qui seraient intéressés par l'acheter en mettant un petit ticket. Vous dites que je vais vendre mon produit à 800 euros. Pour vous, sur la compagnie de crowdfunding, je vais le vendre à 500 uniquement prix de lancement. Et donc, vous avez jusqu'à X date, telle date, pour pouvoir éventuellement précommander mon produit à 500 euros l'unité. Et les gens mettent les 500 euros, les payent, mais ne récupèrent pas le produit parce qu'il n'est pas encore là. Et ils sont prêts à attendre 6 mois, voire 1 an, jusqu'à ce que le produit soit prêt. C'est une façon de justifier commercialement aussi les attentes du marché quelque part. Donc, tapez crowdfunding sur Internet, essayez de trouver une plateforme et allez vérifier, allez regarder les produits qui existent sur ces compagnies-là ou les moyens il y a des fois où ce n'est pas des produits qu'on vend, mais on récolte de l'argent public quelque part auprès du grand public pour pouvoir financer notre projet avec des petits montants. Chacun met un petit ticket et c'est 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes qui mettent un petit ticket de 10 ou 20 euros de manière à pouvoir réunir une somme qui soit pas négligeable. Les préparatifs, maintenant, je vais vous parler un peu des choses à préparer pour commencer à discuter d'une levée de fonds. Il y a 4 axes, il y a 4 choses, on va dire, principales. Il y en a peut-être d'autres sûrement, mais c'est les 4 choses les plus importantes qu'il va falloir préparer pour commencer à discuter d'une levée de fonds avec quelqu'un. Soit le stade d'avancement. Après, le détail dans lequel on va entrer ne va pas être forcément le même au moment où on est en phase d'idéation ou on est en phase de scaling. Le détail n'est pas le même si on cherche 20 000 euros ou si on cherche 2 millions d'euros. Donc forcément, il va falloir ces documents-là au fur et à mesure
mesure, mais c'est les 4 éléments principaux que je vais vous en parler aujourd'hui, qu'il va falloir préparer ou sur lesquels il va falloir travailler pour pouvoir commencer à une levée de fonds avec un investisseur potentiel. Donc, c'est le pitch investisseur. Je pense que c'est quelque chose qui commence à être, vous commencez à être un peu familier avec le pitch deck. Donc, le pitch deck, c'est la présentation que vous êtes en train de préparer d'ailleurs pour votre sélection. Aujourd'hui, je crois que la plupart d'entre vous a déjà envoyé ces présentations. Et donc, l'idée, c'est de plus focaliser cette présentation-là, adaptée pour un besoin de recherche de financement. Ça veut dire que je vais, la personne qui est en face de moi, à qui je vais faire la présentation, il faut toujours adapter un tout petit peu la présentation qu'on fait à la personne qui est en face de nous. On ne parle pas de la même manière à un partenaire ou à un client ou à un investisseur. Et donc là, on parle d'un pitch investisseur. Ça veut dire c'est un pitch deck, une présentation qui est destinée à l'investisseur, dans laquelle il y a une partie à la fin où on va parler du montant que je cherche à lever, de l'explication de ce que je vais faire avec ce montant-là, avec toute la partie stratégie, bien évidemment, présentation de la value proposition, le marché, la solution que je propose en détail, les fonctionnalités, etc., et la partie investissement à la fin. Donc ça, c'est le premier document important à présenter à un investisseur. Si l'investisseur dit qu'il est intéressé, là, il va falloir aller à la deuxième étape, qui est la présentation de 2 documents, que sont le business plan narratif et le business plan financier. Alors, je vous donnerai un peu plus de détails plus tard sur ces 2 documents. Après, il y a la constitution de ce qu'on appelle une data room. Ça veut dire que c'est une sorte de une chambre. Ce n'est pas vraiment une chambre, mais c'est un espace dans lequel j'ai des éléments possibles pour convaincre mon investisseur de la crédibilité de mon projet. Et on rentrera encore une fois un peu plus en détail un peu plus tard. Donc, le pitch investisseur, je pense que vous commencez un peu à comprendre, comme j'ai dit, ce que ça veut dire un pitch. Et donc, il doit être adapté en fonction du profil de l'investisseur identifié. Il faut se renseigner toujours sur l'investisseur auquel on va présenter. Savoir quel ticket, quel montant il investit, quelle est la durée pour laquelle il investit. Généralement, il rentre à T0, il sort à T0 plus 5 ans, plus 7 ans, plus 3 ans. Quel est son horizon d'investissement, ça s'appelle, pour pouvoir mieux quels sont les réseaux qu'il a, quels sont les axes et les secteurs qui l'intéressent. Est-ce que mon projet l'intéresse ou pas? Qu'il y a une composante environnementale à laquelle il est sensible ou médicale à laquelle il est pour que je mette un peu plus l'accent sur cet aspect-là, etc. C'est à jour de se renseigner sur la personne à laquelle on va présenter notre pitch deck, de manière à pouvoir adapter notre discours à cette personne-là. Donc, c'est important de se renseigner sur les investisseurs. Pour la partie business plan narratif, donc le business plan narratif, c'est un document assez complet, assez détaillé, qu'il va falloir préparer à un moment ou à un autre de la vie de votre projet. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, qui dépendra aussi du stade d'avancement. Vous allez être beaucoup plus détaillé si vous cherchez un montant important et que vous êtes à un stade d'avancement au tout début de la phase idéation. Et donc, il doit décrire tout le projet, toutes les étapes importantes que vous allez mettre en place, l'équipe et les compétences qui sont disponibles, la stratégie de commercialisation éventuellement, le produit, la solution, tous les détails du produit, qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, quelle est sa spécificité, etc. Le financement, et là, on passe à la partie business plan financier éventuellement, en fait, qui répondent à toutes les questions qu'un investisseur peut se poser. À vous de vraiment bien le structurer. Alors, il y a des structures qui existent. Vous tapez sur Internet business plan narratif, vous pouvez trouver des modèles de documents qui vous expliquent un peu les différents outils qu'un business plan narratif doit comporter. Après, il faut forcément adapter à votre projet. Vous allez peut-être plus focaliser sur la partie technique si c'est un projet technique. Il faut faire attention à la partie commercialisation, stratégie de commercialisation et de communication éventuellement, comment vous allez atteindre votre client, quelle est la stratégie que vous mettez en place, etc. Donc ça, c'est le narratif. Après, il y a le financier qui doit être la traduction de votre business plan narratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'ai une stratégie que je suis en train de mettre en place, qu'elle soit de communication, de commercialisation, de production, je décris ma chaîne de valeur, je décris comment mon projet, comment mon produit va être construit réellement. Est-ce que je vais sous-traiter chez quelqu'un une partie, je vais intégrer chez moi
à tel pays ou tel pays, comment je vais adresser la campagne marketing de lancement, combien ça va coûter, etc. Donc, sur la partie narrative, il faut ensuite la traduire en financier pour comprendre les ressources nécessaires pour exécuter le plan narratif. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de ressources humaines et financières qui vont me permettre d'exécuter. Il faut que ça soit honnête. Si je décris quelque chose dans le narratif et que derrière, je ne retrouve pas les coûts associés à ce que j'ai décrit, l'investisseur va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le besoin financier n'est pas adapté ou les options financières ne sont pas bonnes. Ou, il faut vraiment qu'il y ait adéquation entre les deux. Ils sont intimement liés, les deux, le business plan narratif et le business plan financier. Donc, le business plan financier, c'est un prévisionnel financier qui va me permettre, moi, investisseur, de comprendre de quoi vous avez besoin ou de combien vous avez besoin, donc de quoi et du coup de combien, et combien vous allez générer sur les projets pour comprendre est-ce que le coût initial vaut la chandelle ou pas, est-ce que c'est bien structuré déjà, est-ce que vous comprenez bien les besoins de votre projet ou pas, est-ce que le montant que je vais investir est conséquent ou pas, compte tenu des revenus aussi, parce que je peux mettre 100 000 euros au début pour gagner 10 millions d'euros, comme je peux mettre 10 000 euros uniquement parce que le montant à la fin n'est pas intéressant. La relation entre les revenus futurs et l'investissement initial, c'est également quelque chose à étudier et à prendre en compte. Donc, si je regarde la globalité entre le business plan narratif et le business plan financier, qui est généralement en annexe du business plan narratif, il va falloir que je comprenne bien la stratégie que vous mettez en place, l'avis du projet que vous êtes en train de mettre en place et les spécificités de ce projet-là. Une petite remarque importante, il n'y a aucun business plan qui se réalise à la fin. C'est important de savoir, et tous les investisseurs le sachent. Il est quasiment impossible de me donner un business plan financier qui a été préparé il y a 3 ans et qui a été réalisé sur les 3 ans exactement de la même manière qu'il a été anticipé. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, en fait, dans un business plan financier, c'est de comprendre que l'investisseur, que le promoteur comprend très bien son projet, le maîtrise très bien et arrive à structurer des hypothèses qui sont défendables. C'est surtout les hypothèses qui vont être jugées par l'investisseur et non pas les chiffres réellement qui sont… Les chiffres sont importants, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas sur ça qu'il va vous juger parce qu'il sait qu'à 99% des cas, ces chiffres-là ne vont pas être réalisés, soit en plus, soit en moins, soit très loin, etc. Et encore une fois, à la limite, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de lui montrer que vous maîtrisez très bien votre projet, que vous avez pris en compte tous les aspects et que vous avez la capacité, compte tenu des hypothèses que vous êtes en train de mettre en place, d'affiner après, de fine-tuner et de répondre et d'agir en conséquence pour pouvoir corriger et rectifier le tir. C'est le plus important, c'est ce que l'investisseur cherche. Généralement, il faut se démarquer par la qualité des hypothèses qui sont en train d'être mises en place et des projections financières que vous présentez. Il faut que ça soit défendable. Typiquement, il y a des gens qui viennent présenter un business plan qui disent « Alors, mon chiffre d'affaires la première année va être de 100 000 euros et la deuxième année, il va passer à 500 000 euros. » Alors, je leur pose la question « Pourquoi 500 ? Pourquoi pas 1 million ? Pourquoi pas 400 ? Sur quelle base vous êtes… » Alors, on me dit « Ouais, la part de marché que je vise, elle est de 0,1% la première année et 0,3% la deuxième. » Oui, mais pourquoi ? Pourquoi 0,3 ? Pourquoi pas 0,35 ? Pourquoi 0,32 ? C'est la manière avec laquelle je construis l'hypothèse qui va être beaucoup plus importante. Si je dis, moi, ma base de clientèle, elle est de X et je vais essayer de viser X% de ce marché-là en mettant en place les capacités de production et ce X%, je vais le toucher en faisant une campagne marketing et le coût d'acquisition de mon client va être de X, donc le coût que j'ai disponible pour les toucher va être de Y et donc j'ai besoin de lever ce Y-là. Là, j'arrive à suivre un peu et je peux éventuellement vous challenger et vous dire, bon, là, je pense que vous êtes très optimiste, le taux de conversion de votre campagne marketing ne va pas être de 10%, il va être de 5% uniquement, plus ou moins. Et donc, à partir de là, on peut affiner les chiffres et jouer. Mais si vous jetez comme ça des chiffres sortis du chapeau, l'investisseur va se dire, il a pas… C'est pas ça le plus important. Que vous réalisez 500 000 la deuxième année, c'est pas forcément intéressant, même si c'est 500 000, c'est intéressant. Mais c'est pas la manière avec laquelle vous calculez ces 500 000 ne me rassure pas sur votre capacité à atteindre ce chiffre-là. Par contre, si vous me présentez toute la chaîne cohérente avec des hypothèses qui emmènent l'une à l'autre d'une manière cohérente, là, je peux éventuellement vous suivre et vous faire confiance à un moment ou à un autre.
La data room, donc l'objectif, une fois que j'ai préparé les 3 premiers documents qui sont primordiaux, que sont le pitch deck investisseur, le business plan financier et le business plan narratif, là, je vais essayer de réunir dans ce qu'on appelle une data room, parce qu'à partir du moment où l'investisseur dit « OK, je passe à l'étape suivante », là, il va falloir lui donner accès à quasiment toutes les informations que votre boîte a. Et typiquement, il faut qu'il rentre dans le détail de la propriété intellectuelle, parce que si dans le business plan narratif, vous avez dit on se base sur tel brevet ou sur tel procédé ou sur tel quelque chose, il va vous croire sur parole au moment du business plan narratif, mais s'il va passer l'étape due diligence, il faut qu'il ait accès à la data room. La due diligence, c'est de vérifier, vraiment rentrer dans les détails et vérifier, auditer quelque part toutes les informations que vous avez données dans le cadre du business plan. Là, il va rentrer dans les détails, il va falloir lui montrer tout, donc autour de la propriété intellectuelle, autour des ressources humaines, peut-être lui montrer les CV de toutes les personnes qui sont déjà recrutées ou qui sont impliquées dans le projet, leurs contrats éventuels, s'il y a des contrats, pour qu'il vérifie est-ce qu'il n'y a pas des clauses particulières, est-ce que la personne peut partir du jour au lendemain ou pas, est-ce qu'il a une clause qui l'empêche de partir et de refaire la même chose que ce qu'il est en train de faire dans la boîte pendant un certain laps de temps. Présenter le dossier juridique pour qu'il vérifie tous les aspects. Est-ce que tout est bien ficelé? Est-ce qu'il y a un pacte d'actionnaire éventuellement ou des choses comme ça qui peuvent le mettre dans des situations inconfortables? Est-ce que la société a été bien créée? Est-ce que tous les documents juridiques sont là et qu'il n'y a pas de risque juridique associé à ça? Le volet technique, bien évidemment, si vous racontez un procédé ou vous présentez des choses assez techniques ou un cahier de charges technique éventuellement, ou le code de source pour vérifier que le logiciel est bien écrit et qu'il est bien structuré et que le code source existe, etc. Les données du marché, sur quelle base vous avez estimé votre capacité à vendre sur le marché? Est-ce qu'il y a une étude de marché détaillée qui a été faite? Est-ce que vous avez déjà des lettres d'intention ou des contrats commerciaux qui sont déjà en place? Je veux les voir pour comprendre un peu comment vous vous êtes engagé avec votre client. Est-ce qu'il n'y a pas une clause où le client peut porter plainte derrière ou me rendre le produit qui est vendu ou demander des indemnités excessives parce que le produit ne fonctionne pas tel qu'il l'anticipe ou pas? Donc, vérifier tous les aspects contractuels de votre contrat de vente. La chaîne d'approvisionnement également, il faut que je la maîtrise. D'où vous achetez vos produits? Est-ce que la source de votre matière première est sécurisée ou pas? Est-ce que je n'ai pas le risque que dans 6 mois, le fournisseur auprès duquel vous êtes en train d'acheter arrête de me livrer parce qu'il a décidé d'arrêter ou de vendre à quelqu'un d'autre plutôt qu'à moi? Est-ce que j'ai une autre source d'approvisionnement? Est-ce que c'est le même coût? Est-ce que c'est dans des pays proches où le coût d'acheminement ne sera pas beaucoup plus important et du coup qui va peut-être me mettre dans une situation inconfortable? La data room va permettre de couvrir tous les aspects qui sont nécessaires à l'investisseur pour la compréhension et avoir une certaine assurance sur le projet en tant que tel et sur l'intérêt de financer ou pas ce projet. Est-ce que c'est clair? On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant du business plan financier, très rapidement avec des notions de base. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie qu'on vient de terminer? Ou est-ce que vous êtes assommé par ces informations-là et que vous ne réagissez plus? C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est clair, soit vous n'avez rien compris. Vous êtes là, ça va, ça me rassure. Allez. On est là. Très bien. Parfait. Alors, on va passer au business plan financier. Je vais vous donner... on va poser à la fin. Oui, c'est Abdallah. J'ai pris l'habitude, effectivement. Vous allez poser des questions super intéressantes en plus à la fin. J'en ai aucun doute. Le business plan financier, maintenant, je vais essayer d'aller rapidement aussi pour vous donner quelques notions de base et vous expliquer un tout petit peu comment structurer un peu un premier business plan, parce que vous n'êtes pas probablement financier, vous n'avez pas forcément l'expertise et l'expérience. Mais il est important... un entrepreneur qui se présente devant un investisseur avec un business plan et l'investisseur qui lui pose des questions et lui dit « je ne sais pas parce que ce n'est pas moi qui l'a préparé », c'est très grave et ça peut arrêter la discussion tout de suite. Par contre, il y a un minimum de compréhension que vous ne soyez pas expert comptable financier qui maîtrise de A jusqu'à Z le business plan, ce n'est pas grave.
mais vous ne pouvez pas ne pas comprendre ce qui est écrit dans votre propre business plan. Donc, il y a quelques notions de base qu'il va falloir vraiment maîtriser et pouvoir répondre à toutes les questions que l'investisseur va vous poser. Les quelques notions de base que je vais vous présenter rapidement pour ce démarrage-là dans la structuration de vos projets, c'est d'abord le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un peu les facturations. C'est le prix de vente d'un produit multiplié par le nombre de produits que j'ai vendus. Donc, si j'ai un chiffre d'affaires, si j'ai un produit qui coûte 100 euros, si j'en vends 1000, eh ben, c'est 100 euros fois 1000, et donc ça fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est ce que ma société rentre en argent pour la vente de mes produits ou de mes solutions. Un produit, par contre, c'est une augmentation du résultat de l'entreprise. Donc, c'est un flux positif qui va rentrer dans ma société. Le chiffre d'affaires en est un, mais un produit n'est pas uniquement le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Si j'ai de l'argent que je place dans ma banque et que ça me rapporte des intérêts, les intérêts de mon placement sont également un produit, mais ce n'est pas du chiffre d'affaires. Et donc, les produits, c'est tous les flux positifs qui rentrent dans le cash flow de ma société, dans le compte bancaire ou la caisse de ma société. Par contre, le chiffre d'affaires, il est spécifiquement lié au produit que je suis en train de vendre. Si j'ai une voiture que j'ai achetée dans le cadre de la société ou une machine que j'ai achetée, que je vends cette machine-là et je rentre de l'argent, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cette machine-là est un produit, mais ce n'est pas du chiffre d'affaires parce que ce n'est pas le cœur de mon activité que j'ai réalisé. En face du produit, j'ai des charges. Et donc, j'ai un produit qui est les flux positifs qui rentrent dans ma société et j'ai les charges qui sont les flux négatifs qui sortent de ma société. Donc, les charges, c'est toutes les dépenses que je vais payer dans le cadre de mon activité. Et donc, à la fin, j'ai un compte de résultat qui est les produits moins les charges. Et là, ça va me donner un résultat, soit un bénéfice si les produits sont supérieurs aux charges, soit une perte si les produits sont inférieurs aux charges. OK? Est-ce que c'est clair avant que je passe à la notion de charge fixe et charge variable? Est-ce que c'est clair, ces 4 notions de base? C'est vraiment des notions importantes à maîtriser. Chiffre d'affaires, c'est mes ventes. Les produits, c'est les flux positifs qui rentrent. Les charges, c'est les flux négatifs qui sortent. Produit moins charge égale résultat. Si c'est positif, c'est un bénéfice. Si c'est négatif, c'est une perte. Maintenant, on va parler de la notion de charge fixe et charge variable. Donc, on a dit les charges, c'est les flux négatifs qui sortent de ma société. Il y a deux types de charges. J'ai des charges qui sont intimement liées à mes ventes. Typiquement, si je suis en train de vendre des voitures, je construis des voitures et je les vends. Les pneus des voitures que je vends, j'en ai 5 ou 4, ça dépend des cas, on va dire 5 pneus par voiture. Si je vends une voiture, j'ai besoin d'acheter 5 pneus. Si je vends 2 voitures, j'ai besoin d'acheter 10 pneus. Et donc, les pneus constituent des achats qui sont des charges variables parce qu'ils dépendent des ventes que je vais réaliser. Si je vends un produit, je vais en avoir X. Si je vends 1000 produits, je vais en avoir 1000 fois X. Et donc ça, c'est des charges variables qui dépendent un peu de l'activité, qui varient en fonction des ventes que je vais réaliser. Les charges fixes, par contre, c'est des charges qui sont là, que je vais devoir payer, indépendamment des ventes que je vais réaliser. Un exemple, j'ai un local, et donc j'ai un loyer que je paye tous les mois pour ce local-là, que j'arrive à vendre un produit, 0 produit ou 100 produits par mois, ce loyer, il ne va pas changer. Et donc, le loyer, c'est une charge fixe. Et donc, la composition de mes charges, c'est les charges fixes plus les charges variables. Et plus mes charges fixes sont pas importantes et mes charges variables sont importantes, moins mon risque, il est important. Parce que si je ne vends pas, si un mois, je ne vends pas du tout, ben, j'aurai quand même des charges fixes à payer, mais qui ne sont pas importantes. Si j'ai une structure de charges avec des charges fixes trop importantes, parce que j'ai un siège avec vue sur le lac et avec des bureaux très sympas et du personnel que je paye qui vendent ou qui ne vendent pas, là, j'ai un besoin financier qui est super important. Donc, c'est une notion à prendre en compte pour 2 choses, pour la préparation de mon BP, je vais vous expliquer pourquoi après, mais aussi pour convaincre un investisseur. Un investisseur qui va voir que vous avez des charges fixes très importantes va se dire, oh là là, s'il n'arrive pas à vendre à la fin du mois, je suis mal. Parce que il va quand même puiser dans les fonds que je vais lui donner pour payer des charges qui sont fixes. Alors que si vous avez des charges fixes raisonnables, pas importantes, et le reste des charges, il dépend un peu de ce que vous allez vendre, là, il va se dire, s'il vend, il va avoir
un montant important et il va quand même réaliser un bénéfice. S'ils ne vend pas, il va quand même avoir les charges fixes. Donc, ça reste raisonnable. Vous voyez la notion entre les deux? Donc là, on va commencer un peu à regarder comment préparer mon BP ou comment structurer mon BP. Je vais démarrer par déterminer mon chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, comme on a dit, c'est ce que je rentre des ventes de mon produit. De ce chiffre d'affaires-là, je vais déduire mes charges variables. Et donc, c'est les achats qui sont nécessaires à faire mon produit. Et donc, en fonction du nombre de produits que je vais vendre, je vais avoir ces achats-là en conséquence. Après, je vais déterminer la masse salariale du projet. Et dans la masse salariale, je vais avoir une masse salariale fixe, qui sont mon salaire à moi, entrepreneur, je suis là, quel que soit le niveau de vente, le salaire de mon comptable qui est là, quel que soit, de mon responsable de je ne sais pas quoi qui est là. Par contre, les ouvriers, je peux moduler le nombre de mes ouvriers en fonction de mes ventes. S'il me faut 2 ouvriers pour sortir un produit par mois, eh ben, je vais avoir 2 ouvriers si j'ai un produit, je vais avoir 200, je vais avoir 100 produits. Donc, c'est moduler également la masse salariale avec la notion variable et fixe. Ensuite, je vais déterminer les charges fixes de mon projet et sortir le cash flow prévisionnel. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail et je pense que vous allez comprendre. Donc, première étape, déterminer mon chiffre d'affaires. Je vais lister les produits que je vais vendre. Donc, j'ai un produit 1 ou une solution 1, produit 2, produit 3, produit 4. Et je vais estimer les quantités que je vais vendre de mon produit en mettant en place des hypothèses qui sont défendables et qu'on arrive à suivre. Ça veut dire, je donne un exemple très, très simple pour que vous arriviez à comprendre. Je suis une plateforme Internet e-commerce. Je vends des produits sur Internet. Je vais investir 10 000 € pour faire de la communication marketing. Ces 10 000 €, compte tenu de toutes les informations que j'ai aujourd'hui, vont attirer 50 000 personnes sur mon site. Le taux de conversion de sites similaires au mien est de 3%. Et donc, sur les 50 000, il y a 3% qui vont acheter. Le panier moyen sur mon site Internet va être autour de 50 € par acheteur. Et donc, je vais multiplier le panier moyen. Et donc, le chiffre d'affaires, je vais vendre X produits et mon chiffre d'affaires va être de Y. Et vous avez tout cet arbre de décision ou tout cet arbre de réflexion, d'hypothèses qui vont m'emmener vers le nombre de produits que je vais déterminer, qui est à défendre et qui est à discuter avec l'investisseur éventuel. Une fois que j'ai ces quantités-là, je vais mettre un chiffre d'affaires, un prix de vente pour chaque produit, pour chaque unité vendue, et donc ça va me donner mon chiffre d'affaires sur la période que je suis en train d'étudier. Donc, si mon produit coûte 100 et que j'ai estimé dans le premier tableau que je vais vendre 50 produits, donc 50 fois 100, ça va me faire 5 000 € de chiffre d'affaires sur le premier trimestre de l'année 1 ou sur l'année 2, etc. Une fois que j'ai ce chiffre d'affaires-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, le produit 1 que je suis en train de vendre, il a besoin de telles composantes, de tels produits, de tels, je ne sais pas moi, éléments pour l'emballage ou des choses comme ça. Je vais mettre toutes les choses nécessaires pour faire un produit de charge variable. Donc, tout ce qui rentre dans la production de mon produit et qui soit variable. Et je vais faire un tableau. Je vais sortir un coût unitaire. Je vais dire, mon produit, pour qu'il soit construit, je le vends à 100, il faut 50 d'achats. Et les 50 sont composés comme ça, 20 pour la carcasse, 10 pour les vis, 10 pour je ne sais pas quoi, etc. Et je vais arriver à un coût total de 50. Et donc, je reprends les quantités que j'ai mis dans le tableau initial pour déterminer le chiffre d'affaires. Je vais dire, mon objectif était de vendre 100 produits. Donc, ces 100 produits vont me coûter 50 € fois 100 produits. Vous suivez jusqu'à présent ou vous êtes déjà perdu? Ils suivent, il y a des personnes qui disent à peu près. C'est normal, c'est compliqué, c'est pas évident, mais c'est des notions à connaître, en tout cas au moins à commencer un peu à entendre ou à écouter, de manière à pouvoir peut-être lancer la réflexion autour de ça. Une fois que j'ai déterminé ça, je vais passer à l'étape masse salariale. Ça veut dire quoi, masse salariale? C'est les salaires que je vais payer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 types de salaires. Il y a les salaires directs, et donc qui sont directement affectés à la production du produit et de la solution que je vais faire. Et il y a les salaires indirects qui sont nécessaires indépendamment des quantités produites, comme le CIO, comme le responsable financier, comme le gestionnaire de stock,
Là, de toute façon, ils seront là et ils seront payés à la fin du mois. Les autres, je peux les moduler et je peux faire l'évolution de mes besoins de main-d'œuvre directe en fonction de l'évolution de mon chiffre d'affaires. Donc, les 6 premiers mois, je ne vais pas du tout vendre, et ben, je peux ne pas avoir d'ouvrier qui va travailler la fabrication de mon produit. Par contre, je vais avoir besoin d'un CIO, je vais avoir besoin d'un responsable financier ou d'un gestionnaire de stock, etc. Donc, faire la distinction un peu entre ces deux-là, calculer les premiers sur la base des quantités que je vais produire pour pouvoir les vendre telles que je l'ai mis dans le tableau initial de chiffre d'affaires, mettre les deuxièmes, et puis estimer le total de la masse salariale et l'évolution du total de la masse salariale sur les différentes périodes que je suis en train de préparer. Pensez à inclure toutes les charges salariales et pas uniquement le salaire net. Ça veut dire que si vous avez des charges sociales à payer ou de la retenue à la source à payer à l'État sur les salaires que vous êtes en train de payer, il faut prendre le montant total des salaires et non uniquement ce que le salarié touche à la fin. Alors, à la fin, je vais avoir les charges fixes de mon projet. Hicham, si on peut accélérer un petit peu. J'ai presque fini, oui, 3 minutes. À la fin, j'ai les charges fixes de mon projet. Donc, j'ai les loyers, les factures d'électricité, de téléphone, les honoraires, etc. C'est toutes les charges qui sont là et que je vais payer indépendamment des quantités que je vais vendre. C'est à titre indicatif, je vous ai cité un peu ces quelques éléments-là. Une fois que j'ai préparé tout ça, je vais préparer mon cash flow prévisionnel. Ça veut dire mon état de trésorerie, comment mon cash ou quel est mon besoin financier, comment mon cash va évoluer sur les 3 années que je suis en train d'étudier. Je fais quoi? Je vais mettre mon chiffre d'affaires en plus, mon coût sur achat en moins, donc les charges variables que j'ai calculées, mes salaires en moins, les salaires variables et les salaires fixes, et les autres charges d'exploitation en moins. Et je vais démarrer avec une trésorerie qui est à 0 ou qui est à 100 parce que j'ai mis de ma poche 100 € ou 1000 € pour lancer ma boîte. Et je vais voir l'évolution. Donc, la variation de ma trésorerie va être mon chiffre d'affaires, moins les coûts variables, moins les salaires, moins les autres charges d'exploitation. Et ça va me donner un besoin sur le premier trimestre de 10 000 €, sur le deuxième trimestre de 25 000 €, sur le troisième trimestre, je vais commencer à être positif parce que mon chiffre d'affaires va dépasser mes charges. Et donc, à partir de là, ça permet de voir l'évolution de mon cash flow prévisionnel. Je sais, encore une fois, que c'est des notions très compliquées à comprendre, mais essayez un peu de commencer à… C'est très compliqué, oui. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être également aller chercher quelqu'un à vos côtés qui peut maîtriser ces aspects-là et qui peut être un cofondateur avec vous pour mettre en place la stratégie, pour travailler un peu plus sur les chiffres et les finances. C'est important d'avoir quelqu'un qui comprenne ces choses-là à ses côtés, au-delà de l'aspect technique. L'aspect technique est important pour un investisseur. Ça ne me choque pas, cher Sidi Mortal. C'est des notions assez compliquées à comprendre. Mais c'est important de savoir qu'il y a ces choses-là et de commencer un peu à les explorer. Donc, pour conclure, je vais vous donner 4 règles d'or pour commencer à travailler sur une levée de fonds. Il ne faut jamais griller votre carte avec les investisseurs. N'allez pas voir un investisseur alors que vous n'êtes pas prêt. N'allez pas voir un investisseur à un stade qui ne correspond pas au stade d'avancement dans lequel vous êtes. La deuxième règle, c'est qu'il faut bien maîtriser sa vision du projet et surtout les hypothèses sur lesquelles vous allez bâtir votre projet et votre business plan à la fin. Il va falloir pouvoir défendre les chiffres, tous les chiffres sur lesquels vous êtes en train de travailler. C'est des notions importantes à avoir au sein de l'équipe. Je vous assure qu'un investisseur ne mettra pas de l'argent s'il n'est pas sûr qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ces aspects-là et qui peut l'accompagner dans la compréhension des éléments et des hypothèses. Mettez en avant l'expertise de l'équipe. Je tourne en rond depuis le début, mais l'équipe, c'est un des éléments, voire l'élément le plus important de tout projet. L'aspect technique est important, mais s'il n'y a pas la bonne équipe derrière, il n'y a aucune chance de faire aboutir et de faire réussir le projet. Et puis, une consigne, une règle d'or, soyez toujours honnête avec votre investisseur ou avec la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter. N'embellissez pas les choses, ne mentez pas sur votre produit ou votre capacité à le faire tourner. Il va falloir qu'il connaisse vraiment, il finira par le découvrir au fur et à mesure des différentes étapes que je vous ai décrites. Il finira par comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça ne sert à rien de perdre votre temps et de lui faire perdre son temps à lui en essayant de camoufler des choses
ou ne pas présenter la réalité des choses. Merci beaucoup. Désolé pour les quelques passages qui sont assez compliqués. Mais comme a dit Fatimetou, c'est important de commencer à les intégrer et à petit lancer un peu cette réflexion autour de ces éléments-là.